Bonjour et merci d'écouter. Alors cette nouvelle version de la chaîne, ce virage sans image, je le vois comme une page vierge sur laquelle je peux coucher ce que je veux. Quand on repart à zéro, tout est de nouveau possible. Et je pense que mon enthousiasme à ce projet vient essentiellement de là. Et de cet infini de possible, ce que j'ai envie de faire jaillir en premier, ce sont les sujets qui me tiennent le plus à cœur, évidemment. Et c'est assez cohérent en plus. Ça permet à ceux qui ont déjà suivi la précédente aventure de retrouver des contours familiers en quelque sorte, mais ça aide aussi les nouveaux venus à rapidement saisir l'identité de la chaîne, découvrir des valeurs centrales qui risquent de revenir souvent, déclinées ensuite dans 1000 petites choses du quotidien. C'est pour ce mélange de raisons que j'ai très envie aujourd'hui de raconter comment on a entrepris en famille de réduire nos déchets domestiques. Et je vais bien fort m'en tenir à cette dénomination, évoquer la réduction de déchets plutôt que le fameux zéro déchet dont on entend parler à tout va. Réduction de déchets au moins, ça donne pas dans l'esbrouf. Et puis c'est plus réaliste. Parce qu'on en est très loin, clairement, à la maison, d'en produire zéro du déchet. N'empêche que j'ai désormais des repères concrets pour savoir que nos nouvelles habitudes fonctionnent, et plutôt très bien. Parce qu'en 2017, nous avions eu besoin de 21 levées d'ordures ménagères. Oui, je sais, ce podcast évoque des choses foncièrement glamour. Nous avions eu besoin de 21 levées d'ordures ménagères dans le foyer en 2017, et en 2018, seulement 14. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ces chiffres sont sans équivoque. C'est dingue. On a réduit d'un tiers les déchets du foyer. Pourtant, on n'a rien fait d'incroyable. Simplement quelques modifications dans nos habitudes. Un simple rééquilibrage en somme. Et comme un rééquilibrage alimentaire, ce rééquilibrage consumériste ne se base pas sur l'effort ou sur la privation, mais plutôt sur le bon sens, sur la tempérance et sur la cohérence. On n'a rien changé de toute façon de manière drastique. Tout est venu en douceur. Et ça a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était en janvier 2018. Et comme bonne résolution, j'avais voulu voir si on était capable d'initier des changements concrets. J'ai alors commencé par celui qui me semblait à la fois le plus simple et le plus urgent, en termes de différences concrètes justement qu'il pourrait apporter. On a arrêté d'acheter et donc d'utiliser tout ce qui est serviettes en papier, papier essuie-tout et lingettes en tout genre. Et c'est vraiment par là que j'encourage les frileux, les craintifs de la réduction de déchets, les pas sûrs d'eux à commencer. Tout simplement parce que c'est ultra simple de remplacer ici le jetable par du lavable. J'ai acheté un bon petit paquet de carrés lavables en microfibre de tailles différentes, de couleurs différentes aussi, mais ça on s'en fout. J'en ai encore recoupé certains pour avoir des versions lingettes plus petites, plus pratiques, et on s'en sert désormais partout où on utilisait du jetable avant. Pour peu qu'on ait en plus des petites panières mignonnes ou des tiroirs, ou avoir tout ça rapidement sous la main en cas de besoin, et le geste est vraiment aussi rapide et aussi pratique qu'avant. À la fin, simplement, au lieu de jeter le linge à la poubelle, on le jette dans une panière à linge sale. Dans la foulée, peu après, j'ai aussi remplacé le coton jetable dans la salle de bain. On avait encore 2 gros sachets de coton de l'époque où Nino était bébé. Et je les ai gardés à ce moment-là pour les situations de crise, sans trop savoir ce que ça pouvait être, ces situations de crise. Mais je me disais que si on se réveillait un beau matin avec le besoin fulgurant d'utiliser du coton jetable, au moins il nous en restait un peu. Au final, un an plus tard, on n'en a même pas utilisé la moitié d'un de ces sachets. Peut-être 5 ou 6 cotons jetables dans l'année complète, les 5 ou 6 fois où j'ai voulu utiliser du dissolvant pour mon vernis à ongles, et basta. Le reste du temps, ça a été gants de toilette et carrés de coton lavable pour tout le monde. Et là encore, fastoche, plus que fastoche même, parce qu'au final, en fait, je préfère mes cotons lavables aux anciens. Je trouve que c'est plus rapide et encore plus pratique. Alors, comme après ces premières étapes, je finissais par trouver ça limite facile, je me suis un petit peu challengée. J'ai voulu tenter quelque chose qui allait me faire sortir de ma zone de confort, comme on dit. J'ai voulu tenter les protections périodiques lavables. Ouais, les serviettes hygiéniques. Là, j'avoue que, clairement, je pensais échouer. J'y suis allée, mais je pensais que j'allais me planter. Je pensais que je ferais trop ma précieuse pour daigner
mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ouais, parce qu'avec des protections lavables, avant de les laver en machine, mieux vaut les prélaver manuellement. Alors tu patouilles, hein, forcément. Et sur ce point, je vais pas sortir du pipeau, je ne vais pas oser dire que je préfère faire ça plutôt que faire ce que je faisais avant. C'est-à-dire enrouler, sceller, jeter la serviette usagée et juste décacheter la suivante toute fraîche en 2 secondes. Non, je ne peux pas dire que je préfère comme ça. N'empêche que les protections lavables ont d'autres arguments pour elles. Et le premier, celui qui a été décisif en ce qui me concerne pour motiver mon changement, c'est qu'elles ne contiennent pas toutes les dégueulasseries pétrochimiques qu'il y a dans les jetables. Et en plus de produire énormément moins de déchets, elles sont aussi beaucoup plus économiques. On a très rapidement amorti leur coût. Et puis l'air de rien, si personne, c'est sûr, n'osera prétendre que c'est plaisant, délassant ou inspirant d'accomplir la fameuse partie de prélavage, on peut en revanche avancer un dernier avantage pour la team lavable. C'est qu'elles sont bien plus agréables à porter. Elles ne se sentent pas plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne se sentent pas moins non plus, mais ça reste plus confortable d'avoir un bout de vrai tissu, on va dire, plutôt qu'un petit matelas en semi-plastique au fond de la culotte. À ce stade, on a pour ainsi dire fait le tour de ma thématique tissu, mais pour 2019, j'ai encore envie d'investir dans des sacs à vrac, des sacs réutilisables pour les fruits et les légumes achetés au marché ou au supermarché, parce que je pense que ce point pourrait presque me faire économiser une levée complète à lui seul sur l'année. Parce que si acheter des légumes en vrac, c'est toujours mieux, c'est sûr, en termes de déchets que les conserves ou les surgelés, la dizaine de sacs plastiques chaque semaine, c'est facile à éviter. Donc, ce sera notre prochain rééquilibrage. Autre point, et admirer la logique bouleversante dans la façon dont je vous déroule tout ça. On reste dans la thématique textile puisque je vais maintenant évoquer l'habillement. Alors j'y consacrerai un podcast entier très prochainement parce que ce sujet c'est ma grande passion du moment. On n'achète plus aucun vêtement neuf. Alors ce point-là, c'est peut-être pas paradoxalement celui qui impacte le plus directement la quantité de mes déchets, mais c'est celui qui, clairement, va avoir le plus de poids, le plus d'impact à un niveau un petit peu plus global. Parce que ne plus acheter de vêtements neufs, c'est surtout ne plus participer à cette économie, ne plus participer à leur production, à leur emballage, à leur transport, à leur exportation. Pour autant, il faut bien qu'on s'habille. Donc, mis à part les sous-vêtements, qu'on continue à prendre neuf, le rééquilibrage a des limites, on ne se sape plus qu'en seconde main. J'achète tous mes vêtements, mais aussi tous ceux de Nino et tous ceux du papa de Nino, sur des sites comme Vinted ou Percentile. Et comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans un podcast dédié très prochainement. Mais là encore, en plus de faire du bien à la planète, on fait de sacrées économies. Parlez-moi d'un pull ou d'un jean à plus de 3 €. Je suis désolée, je trouve ça trop cher. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi bien sapée en termes de style qui me plaît, en termes de look et en termes de marque de qualité que depuis que j'achète ce que d'autres ne veulent plus au bout de quelques mois. Après, c'est sûr, pour que ce point s'inscrive dans une démarche de réduction de déchets, il faut que la quantité de vêtements achetés soit relativement cohérente chaque saison. Il faut que ça rentre dans l'équation, parce que même en seconde main, il y a de l'emballage et du transport. Et la cohérence, ça me fait une transition parfaite avec le point suivant, un peu moins concret, mais qui lui aussi a fatalement du poids dans l'économie finale en termes de déchets dans un foyer. On achète, on va dire, de manière plus raisonnée. On achète des choses utiles, des choses dont on a besoin. Alors on se fait plaisir aussi, c'est sûr, on fait plaisir à Nino, bien entendu, et plutôt souvent. Mais on n'achète rien de façon impulsive. Lorsqu'on a une envie nouvelle, que ce soit pour un petit objet ou un achat plus conséquent, on va la pétrir un petit moment comme ça dans notre esprit pour voir si elle reste ou si elle passe. Et le plaisir, lui, reste intact. Enfin, il s'est déplacé, il ne porte plus sur les mêmes motifs, mais il reste aussi grand. Parce que c'est tout aussi plaisant et satisfaisant de ne pas acheter que ça peut l'être d'acheter. On se réjouit d'autre chose, on se réjouit de devenir un peu moins esclave de la société de consommation. On se réjouit de réaliser qu'on a la chance de faire partie de l'infime frange de l'humanité qui possède déjà plus ou moins tout ce dont elle a besoin, et plutôt plus que moins. Et on se réjouit parce qu'on retrouve la valeur de l'utile, autant que celle du beau.
peut-être plus même. Et à ce stade, j'ai bien envie de passer au dernier point, mais par contre, je n'ai plus du tout de transition. Alors préparez-vous, ça va être abrupt. On va parler de l'alimentaire. Alors, je ne pense pas que ce point fasse une énorme différence dans nos déchets entre 2017 et 2018, tout simplement parce que chez nous, on avait déjà commencé à rééquilibrer ce point-là avant 2017. Mais on a franchi un cap cette année, sous l'impulsion de mon homme, qui a lancé un soir « Non mais ça va bien maintenant, on s'en fout, on arrête, on mange de saison ». Du coup, même si on reste flexible, comme pour tous les autres points, on ne va pas se flageller si on utilise soudain un coton jetable ou un carré de sopalin. Mais du coup, donc, je pense qu'un bon 80% de nos légumes sont des légumes de saison, donc achetés en vrac, ce qui donne moins de surgelés, moins de conserves, moins de plats cuisinés, moins de plats préparés, et donc au final, fichtre moins d'emballage. En conclusion, je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un doigt dans l'engrenage. Même le tout petit doigt, même un tout petit engrenage. Parce que le truc, c'est que la réduction de déchets, c'est un putain de cercle vertueux. Réduire ici, ça donne l'envie, ça donne l'impulsion, ça donne la foi de réduire aussi par là et encore par là. Et on réalise vite en plus que non seulement ça fait du bien à la planète, tout ça, mais ça fait aussi du bien à notre porte-monnaie et parfois même à notre propre personne, à notre propre humanité, notre propre individualité. Le plus difficile au final, c'est vraiment de se lancer, d'enclencher le premier changement. Et après, à son rythme, on prend goût à continuer. Voilà, sur ce podcast est pour ainsi dire terminé. Simplement pour moi, le temps de vous inviter à laisser en commentaire vos propres astuces. Racontez-moi ce que vous avez entrepris de votre côté en matière de rééquilibrage. Ça me donnera peut-être des idées. J'espère avoir plein d'autres idées concrètes que je pourrais enclencher là sans plus attendre. Et si ce podcast vous a plu, prenez le temps s'il vous plaît de le partager sur un de vos réseaux sociaux, sur votre réseau social préféré. C'est encore plus important, c'est même limite crucial puisqu'il n'y a plus la vidéo, puisque l'algorithme YouTube ne va pas forcément mettre ce genre de contenu en avant. Donc je compte sur vous pour le faire, pour liker également la vidéo, pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts. Et en attendant, soyez sages.